Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, vous êtes dans le 6h30. La police équestre est une nouvelle unité de la police nationale dont les membres utilisent les chevaux comme moyen de locomotion. Appelée encore police montée, elle lutte contre la délinquance par des patrouilles, sécurise les plages et mène plusieurs actions de sécurisation des personnes et des biens. Cette nouvelle unité est constituée d'éléments de la police nationale et elle est en action sur le terrain. Abou Sanogo. Cette unité a fait bonne impression lors du défilé du 7 août en présence du président de la République Alassane Ouattara sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Il s'agit de la police montée, une force de police dont les membres utilisent des chevaux comme moyen de locomotion. Quelques jours après la célébration de la fête nationale, notre équipe est allée à la rencontre de cette unité de la police dans la commune de Port-Bouilly. Fruit d'un partenariat entre la police nationale et les crinières d'ivoire d'Abidjan, cette unité est constituée de 17 agents de la police nationale aux ordres du lieutenant Fadé Samo Jean-Marc. Quand nous sommes arrivés, on ne savait pas monter à cheval. Donc il fallait d'abord faire l'équitation civile, nous apprendre les 3 allures du cheval, le pas, le trot et le galop. Après tout cela, on est passé à l'équitation militaire, où nous avons le maintien de l'ordre, la frappe au tonfa et beaucoup de choses. Avant d'être un bon cavalier, le policier à cheval est avant tout un policier. Et il doit avoir la parfaite maîtrise du cheval. Ils font la théorie et après ils vont faire la pratique et ils font l'hippologie aussi. Ils connaissent les bases, ils connaissent l'équitation. À l'heure du trot, la diagonale, épaule contre épaule, botte à botte, les cavaliers doivent avoir la maîtrise des techniques militaires. Ils connaissent le cheval, ils ont été formés comme des bons militaires. Des techniques que le policier équestre utilise afin de neutraliser des individus et faire reculer ou bien disperser une foule. À travers des exercices de maintien de l'ordre ou le parade au triangle dans un endroit fermé. Un exercice qui permet d'encercler un groupe de manifestants et de procéder à des arrestations. Ce sont des techniques apprises aussi bien aux cavaliers qu'aux chevaux. La police montée est dotée de chevaux de race espagnole, qui est une race qui toise entre 1,60 m et 1,75 m, qui pèse presque 1 tonne. Imposante avec de belles allures et assez rustique pour supporter le climat d'Abidjan. C'est des chevaux qu'on utilise pour la formation, pour les apprendre à monter. Mais à l'issue de cela, nous allons avoir des chevaux qui sont robustes, imposants, qui peuvent vivre aussi en Afrique. La police montée a pour mission, entre autres, de lutter contre la délinquance par des rondes, par des opérations ponctuelles dans les endroits inaccessibles aux véhicules, la sécurisation des plages. C'est une innovation, ça peut réduire aussi la criminalité. Les policiers ont ici l'avantage de par leur position haute, d'avoir un champ de vision plus étendu qu'un policier en véhicule ou à pied. Une hauteur de point de vue qui permet de voir, mais également d'être vu. Du haut de leur monture, ces policiers inspirent le respect, suscitent la curiosité, incitent au dialogue et ont moins de chances d'être atteints par l'agresseur qu'un policier à pied. La police montée a vu le jour le 1er avril 2018. Elle vient contribuer à la qualité du système de sécurité de la Côte d'Ivoire. C'était un reportage de Abou Sanogo, direction Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Le 5e camp national scout s'y est déroulé récemment. C'était autour du thème du développement durable. Les précisions de nos confrères de RTI Boaki. Le Boloy et le balafon de l'Ata à Korogo pour les accueillir que déjà les scouts catholiques, les pieds dans la civilisation, c'est nous faut. Je venais de découvrir une nouvelle danse, c'est le balafon. Quand j'ai regardé les vieilles, les tontons, ils étaient à danser. Moi aussi, ça m'a pris, donc je suis parti danser. Cette danse, ça me rappelle que dans la Côte d'Ivoire, il y a plein de coutumes et des danses différentes. Ces gamins, 650 environ, participent au Carnalou 2018, la 5e édition du Carnaval national des Louveteaux, ces scouts catholiques de 8 à 12 ans. 10 jours pour intégrer les devoirs envers soi, les autres et Dieu, conformément aux 17 objectifs du développement durable, d'où le terme de ce rassemblement, enfance et développement durable. Nous leur apprendrons à séparer les ordures plastiques des ordures biodégradables. Nous leur apprendrons à aimer leur pays, à aimer la planète. Nous leur apprendrons à aimer le prochain. Nous leur apprendrons à servir. Nos enfants sont les citoyens de demain. Et demain, qu'est-ce qu'on leur lègue? On doit nous utiliser cet environnement de sorte que demain, ils puissent avoir de quoi vivre.
de quoi survivre. Semer la graine de l'artisan de paix et de développement durable, le Karnalou 2018 est soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, explique son conseiller spécial. Silou Essiélé motive la tenue de ce camp en pays sénoufo par la similitude entre deux écoles, scoutisme et poro. Dans cette organisation, on vous éduque à un certain nombre de valeurs, le respect des aînés, l'humilité, l'écoute, le respect de la parole donnée. Karnalou 2018, aussi le rendez-vous du donner et du recevoir entre scouts catholiques et population sénoufo, la messe d'ouverture du dit rassemblement en a planté le décor dans la ferveur et l'acceptation mutuelle. Souvenez-vous, il y a un mois environ, la ville d'Aboisseau était sous les eaux. Une inondation qui a fait 2 morts et causé le déplacement de nombreuses familles. Notre équipe de reportage s'est rendue sur les lieux pour faire le constat, un mois donc après, le constat de la nouvelle vie de ces personnes sinistrées. Mamadou Kwasi. Balai en main, Essoa Coleman nettoie sa maison. Une maison inondée lors de la montée de la Bia. Aujourd'hui, l'heure est venue de remettre les choses en place dans ce quartier de la rive droite de la ville d'Aboisseau. On est là à faire le nettoyage puisque l'eau est remplie chez nous ici. Gâter tous les matériaux, les machines. Bon, aujourd'hui, ça a descendu un peu. On est là à nettoyer où c'est salut là. Les affaires qui étaient là avant, on va les ramener. Bon, parce que je n'ai pas autre coin à déménager pour partir. À quelques pas de là, nous rencontrons Boaïtien, lui aussi victime de la forte inondation. Il se souvient encore des moments difficiles, ce jeudi 12 juillet 2018. Parce que moi, j'étais allé à l'église le jeudi. Bon, je revenais, la cour est noyée. Tout le monde était au dehors. On a vécu ça pendant 4 jours. Tout ce qu'il y avait dans la maison était presque gâté. Tout le monde dit à rien. Comme lui, nombreuses sont ces familles touchées par ces inondations. Et malgré la proximité avec la Bia, ces différentes familles sont revenues dans leurs habitations, situées dans des zones à risque. Les gens disent l'eau va monter, l'eau va monter. Non, on attendait. Donc où on est là, on s'inquiète. On ne sait pas à quel jour l'eau va monter, comme premier c'est arrivé là. Donc si on a les moyens, on peut aller payer terrain pour quitter au bord de la Bia. On ne sait pas où aller, puisque ici c'est une cour familiale. On n'a pas de terrain, on n'a pas de moyens aussi pour construire ailleurs, pour dire que bon, on va aller et puis bon, essayer de voir comment on peut faire ici. Là. Donc pour le moment, on est là. Un tour au quartier TP. Ici, rien n'a été épargné par la Bia. Les nombreuses habitations ont été ravagées par le cours d'eau. Ici, une personne avait perdu la vie. Les habitants de ce quartier ont été relogés dans une école primaire située à une centaine de mètres de là. De passage dans cette école primaire, nous rencontrons quelques familles, mais difficiles sont les conditions de vie selon ces personnes sinistrées qui ont transformé les salles de classe en dortoirs. On ne peut pas rester ici, parce qu'il a l'air de congé, c'est école. C'est école. Donc nous aussi, on cherche coin. Moi, je vis avec mon papa, ma soeur et nos enfants. Nous, on est plus que 11 ans. Pour soulager ces personnes sinistrées, les bonnes volontés continuent de les assister. C'est le cas d'une fille de la région, Christine Dadier, conseillère économique, sociale, environnementale et culturelle. Un don en vivres et en numéraire d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Une action sociale pour soutenir les 700 sinistrés, selon son représentant. Elle a été vraiment maîtrise que des gens qui ont d'énormes familles, de grandes familles, soient vraiment sous des bâches dans les écoles, dans les dortoirs. Le secrétaire général de la préfecture d'Aboisseau a félicité la donatrice pour ses nombreuses actions sociales en faveur des familles démunies. Seydou Coulibaly a saisi l'occasion pour inviter les populations à quitter les zones à risque. Il faut que les riverains fassent un effort pour quitter les lieux. Parce qu'il nous semble qu'ils ont été déjà même dédommagés par rapport à cela. Il faut qu'ils quittent les lieux. Il faut que nous apprenions à avoir un bon comportement. Nous ne respectons même pas les servitudes. Pour rappel, la Bia est sortie de son lit les jeudis 12, vendredi 13 et samedi 14 juillet dernier et a fait 2 morts. Une situation qui a forcé plusieurs familles à abandonner leur maison. Les quartiers Carrefour,
4 palmiers, petits ponts et tépés ont été les plus touchés par cette inondation. Mais aujourd'hui, la Bia a retrouvé son lit. Parlons en météo, la météorologie qui est donc une science de développement qui apporte une assistance importante aux différents secteurs socio-économiques tels que le transport, le tourisme, la santé et l'agriculture. La météo fait des prévisions, conseille et recommande. Parfois, ces prévisions sont justes ou approximatives quelquefois. Cependant, la météo ne fait pas totalement l'unanimité auprès des populations, même si la plupart reconnaissent son importance sur leur activité quotidienne. On en parle avec Ouattara Mado Walter. Lorsque nous détectons une telle cellule sur l'est de la Côte d'Ivoire, nous commençons à la surveiller pour voir à quel moment elle pourrait être sur le pays. La météorologie est une science qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent, dans le but de comprendre comment ils se forment et évoluent en fonction des paramètres mesurés. En Côte d'Ivoire, nous comptons aujourd'hui 14 stations synoptiques. Nous avons les équipes sur le terrain qui enregistrent les données chaque heure H24, qui nous permettent de recueillir les informations sur le terrain. À cela, nous couplons ces informations-là aux informations satellitaires que nous recevons et des informations, des données également des centres mondiaux de prévision qui nous fournissent des informations pour compiler tout ça, pour donner les prévisions. À travers ces prévisions, la météo conseille, alerte et recommande. Au cours de cet après-midi, on notera un temps très instable. Les bourgeonnements de cumulus se transformeront en orages et intéresseront les régions de l'ouest, les régions centrales, l'est et le nord du pays. Ça nous permet de savoir le temps qu'on aura dans le futur en fait. Et ça nous permet d'organiser nos activités. Ça nous permet également d'éviter tel endroit et d'aller dans tel autre. Récemment, il y a eu une information me disant qu'il allait pleuvoir dessus 3 jours. Vendredi, samedi, dimanche. Et réellement, il a plu. Donc, j'ai anticipé. Je suis allé tôt au travail. Puis la pluie a commencé. La météo constitue aujourd'hui une activité de développement parce qu'elle apporte une importante assistance aux différents secteurs socio-économiques, notamment le transport, le tourisme, la santé, l'agriculture. Un avion ne peut pas décoller sans avoir l'information météo qui est fournie. Dans le domaine des transports maritimes, il y a aussi l'assistance météorologique maritime aux bateaux pour les informer des tempêtes, les informer des montées d'eau brusques qu'on appelle les houles, pour les informer des vagues, des fortes vagues qui sont au niveau maritime, etc. Et il y a les transports terrestres. Les transports terrestres, notamment sur les routes, informer les populations de fortes pluies pour prendre les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de risque d'accident. Et pourtant, pour diverses raisons, tout le monde ne se fie pas aux prévisions météo. Moi, je ne crois pas à la météo. Il y a des jours où on nous dit la pluie vient, bon, on ne voit pas. La pluie va venir. Il y a des fois ça vient, il y a des fois aussi ça ne vient pas. Les prévisions météo dépendent de nombreux facteurs peu connus des populations. Le processus de prévision est un phénomène très complexe. Il est dynamique et il y a une mise à jour continuelle qui est faite pour une prévision donnée et par rapport à un phénomène donné. Lorsque nous faisons une prévision à échéance 48 heures, le phénomène, lui aussi également, pendant qu'il change de configuration, nous sommes obligés de tenir compte de nouvelles informations qui arrivent, des données récoltées, des données satellites qui arrivent, des données images données à partir des grands centres mondiaux pour remettre à jour la prévision qui est faite, qui sera maintenant à peut-être 24 heures du phénomène. Donc, c'est un processus très dynamique. Il faut que les populations tiennent compte plutôt de la dernière information qui est arrivée par rapport au phénomène qui a été prévu à une échéance donnée. Parce que à chaque étape de la prévision, le phénomène change de configuration. La prévision doit aussi s'adapter à cette nouvelle configuration de la prévision. Le radar météorologique est très attendu. Cet équipement plus moderne informe sur le volume des précipitations à venir. La Sodexam, société d'État, est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de la météorologie. Elle gère aussi le développement aéroportuaire et aéronautique.
C'est un reportage de Ouattara Amadou Walter. Vous allez le voir en image. 8 millions de Maliens étaient appelés à voter hier dimanche pour élire leur président. Le scrutin s'est bien déroulé dans de nombreuses localités et semble avoir été plus calme que le premier tour, mais a tout de même été émaillé de violence, en particulier dans le centre et le nord du pays. Malgré ces problèmes, le ministère de la Défense affirme que le second tour s'est globalement mieux passé que le premier, avec moins d'incidents et moins de personnes blessées. Quel que soit le président élu par les Maliens, il devra relever de nombreux défis au cours de sa mandature, que ce soit en matière de sécurité, d'éducation ou de chômage des jeunes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur RTI.